Bonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer, ce webinaire. On va débuter, une petite introduction pour vous accueillir. Donc, on vous accueille sur ce webinaire intitulé «Transition agroécologique, où en est la France?» Présentation de notre observatoire Trageco. Donc je suis Célestine Schmidt-Aubert, chargée de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité. Bienvenue. Au nom de l'association, je vous remercie chaleureusement de votre présence à côté aujourd'hui et pour ce rendez-vous, on a l'objectif de vous présenter les avancées de notre pays en matière de transition agroécologique. Je vous informe que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver dès demain sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Humanité et Biodiversité. Un petit mot sur notre association qui organise ces rencontres d'HB, donc d'Humanité et Biodiversité, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Notre mission, c'est de placer la biodiversité au cœur des sociétés. On est une association nationale créée en 1976, reconnue d'utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de la Transition, dont Hubert Reeves a été le président d'honneur de 2015 à 2023. Humanité Biodiversité est présidée depuis 2015 par Bernard Chevassou-Louis, que vous allez rencontrer aujourd'hui lors de ce webinaire, et est entourée d'un collège d'administrateurs et d'experts avec le soutien de ses adhérents. L'association, elle mène des missions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité auprès du grand public, mais aussi d'acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient publics ou privés. Il y a aussi des actions de plaidoyer qui sont mises en place auprès à la fois des gouvernements, des parlementaires et des élus locaux, toujours évidemment dans un souci de dialogue. Par le biais de ces échanges, il y a également la publication de nos études et de nos revues, solutions concrètes, fondées scientifiquement pour mobiliser l'ensemble de la société. Humanité et Biodiversité a par ailleurs publié en fin d'année, en 2024, un guide d'action de plaidoyer destiné à tout le monde pour agir au quotidien, et vous pouvez le retrouver en téléchargement à la fois sur notre site internet et puis sous les vidéos de la rediffusion YouTube de demain. N'hésitez pas à consulter nos actualités sur notre site internet humanité-biodiversité.fr et à vous inscrire à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter les experts qui vont animer ce webinaire aujourd'hui et qui sont à l'origine de l'Observatoire de la transition agroécologique, et sur lequel ils ont longuement travaillé. Tout d'abord, on a monsieur Bernard Chevassou-Louis, donc biologiste, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle et président d'Humanité et Biodiversité. Et également Nathan Orenberger, chargé de mission politique de la biodiversité au sein de notre association. Donc, bonjour à tous les deux. J'invite les participants à poser leurs questions, toutes leurs questions au fil de ce webinaire dans la partie QR, donc questions-réponses en bas de votre écran. Les intervenants prendront le temps de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Je passe maintenant la parole à Bernard et à Nathan. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. Donc, effectivement, nous allons vous présenter cet observatoire Trageco, ce qui signifie transition agroécologique ou transition écologique de l'agriculture, si vous préférez. Et donc, je vous parlerai tout d'abord de comment cet observatoire a été construit. Et puis ensuite, Nathan vous présentera les résultats pour les différents paramètres qui sont utilisés pour constituer cet observatoire. Et enfin, je vous présenterai le résultat global, qui est peut-être le résultat que vous attendez, mais effectivement, on va d'abord détailler un petit peu comment on a fait pour mettre en place cet observatoire. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de voir tous les indicateurs dont on dispose sur les relations entre la biodiversité et l'agriculture et essayer de les mettre ensemble pour avoir un indicateur global pour voir où en est la transition écologique de l'agriculture française considérée comme un tout, c'est-à-dire comme une grande ferme. Alors, des indicateurs, on a commencé par les recenser, et il y en a beaucoup. Donc, il y en a qui sont au niveau européen, par exemple, sur l'Union européenne. Et puis, il y a des indicateurs de l'Observatoire national de la biodiversité, qui en a déjà, qui vous pouvez les consulter en ligne. Et on en avait effectivement développé aussi par le passé pour regarder un petit peu ce qu'on pourrait utiliser pour cela. Donc, vous voyez des indicateurs, il y en a beaucoup, mais la première étape, ça a été de tamiser parmi tous ces indicateurs avec trois critères. Le premier, c'est d'avoir une série de données dans le temps, de manière à avoir des évolutions de ces indicateurs.
Le deuxième, c'est qu'il fallait que ces indicateurs ne soient pas ponctuels, autrement dit, qu'ils soient régulièrement actualisés, si possible chaque année. Et puis, dernier critère, on a souhaité que tous ces indicateurs soient fondés sur des bases de données publiques qui vous permettent, si vous le souhaitez, de les recalculer ou de consulter ces bases de données qui sont mentionnées dans le document. Et la deuxième étape, qui est au cœur de la démarche, pardon, ça a été effectivement de dire, mais pour ces indicateurs, quels sont ceux pour lesquels il y a une politique, et non seulement un objectif politique, disons, déclaré, mais avec effectivement une cible quantifiée, donc une valeur numérique précise, et à une échéance donnée, par exemple, on veut atteindre telle valeur à l'horizon 2030. Et ça veut dire que cette deuxième étape, eh bien, a, hélas, parce qu'on pensait faire mieux, a hélas éliminé beaucoup de ces indicateurs qui ne répondaient pas à ce critère d'avoir des objectifs politiques. Et donc, ça veut dire que le résultat de ce travail, c'est 7 indicateurs ou groupes d'indicateurs, avec à chaque fois, effectivement, vous les découvrez ici, donc sur l'agriculture biologique, sur les pertes et les émissions d'azote atmosphérique, sur les pesticides, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le carbone des sols et sur les cultures légumineuses, donc avec à chaque fois un objectif pour 2030 défini soit au niveau national, soit au niveau européen. Alors sur ce petit schéma, eh bien, on retrouve ces groupes d'indicateurs et vous voyez effectivement qu'il y a d'une part des indicateurs qui sont plutôt des indicateurs de pression sur la biodiversité à travers l'utilisation des pesticides, les excédents d'azote, les émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part des indicateurs qui sont plutôt des pratiques favorables pour la biodiversité. C'est le cas de l'agriculture biologique, c'est le cas du développement des cultures de légumineuses qui permettent de fixer l'azote atmosphérique, ou c'est le cas de l'augmentation de la teneur en carbone des sols. Alors vous avez toute une série de flèches, et on pourrait même en rajouter pour montrer effectivement que ces indicateurs sont reliés entre eux, mais effectivement, globalement, l'idée c'est que ces indicateurs vont contribuer de manière favorable ou défavorable à maintenir la biodiversité dans les espaces agricoles. Et alors, la troisième étape, ça a été effectivement, si on veut prendre ensemble tous ces indicateurs, ça a été de les standardiser, c'est-à-dire de les placer tous sur une échelle de 0 à 100. Et on a pris comme niveau 0 le niveau de l'indicateur en 2010, puisque si vous regardez un peu l'histoire, eh bien, à partir de 2011, on a commencé à parler de transition agroécologique. Et donc, on s'est dit, le niveau 0, ça va être avant, donc l'an 0, avant le début, effectivement, de ce discours sur la transition agroécologique. Et le niveau 100, eh bien, c'est l'objectif 2030, ce qui veut dire que si on a atteint l'objectif fourni pour 2030, eh bien, on sera au niveau 100. Et donc, ce qu'on appelle et ce qu'on va découvrir, c'est le taux de transition agroécologique, eh bien, ça sera tout simplement une valeur entre 0 et 100 qui va mesurer cette progression. Autrement dit, c'est un thermomètre dont la valeur 0, eh bien, c'est le point de départ. Et pour avoir un socle solide, on a pris la moyenne de 3 années pour le niveau 0 de chaque paramètre. Le niveau 100, c'est l'objectif fixé pour 2030. Et notre taux de transition agroécologique, eh bien, c'est effectivement où est-ce qu'on en est sur cette échelle de 0 à 100. Donc voilà cette méthodologie que nous avons mis en place. Et maintenant, je vais passer la parole à Nathan pour qu'il vous dise, effectivement, il vous présente où on en est pour ces différents indicateurs que nous venons de définir. Merci Bernard. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais vous présenter maintenant les résultats pour les paramètres que nous avons étudiés. Donc tout d'abord, pour ce qui concerne les pressions, on s'est intéressé, comme Bernard l'a dit, à l'azote. Donc ici, sur ce graphique, on voit sur la courbe en bleu en haut on a une tendance qui est ancienne, hein, depuis les années 90, de baisse, mais lente, des apports en azote, sans qu'il y ait pour autant une diminution de la production. Et donc ici, nous avons regardé les apports totaux d'azote et les surplus bruts d'azote. Donc pour les apports totaux d'azote, on a une diminution de 9% entre l'année 2010 et l'année 2022. L'objectif, donc vous l'avez en bas, c'est la valeur cible à 2030, c'est d'atteindre 120 kg par hectare.
En 2022, nous sommes à 142 kilos par hectare. Et donc, on a un taux de transition agroécologique de 38%. Et on a fait la moyenne de celui-ci et de celui des surplus bruts d'azote, qui est de 26%, ce qui nous donne un indicateur encore provisoire pour 2022 à 32%. Sachant qu'en 2022, il nous aurait fallu être à 60%. Donc ça, ce sera le cas pour tous les taux de transition agroécologique que nous verrons par la suite. 2020, c'était un petit peu l'année charnière. Donc, il aurait fallu en 2020 qu'on ait 50% de l'objectif à 2030 qui soit atteint. Et pour 2022, comme on est 2 ans plus tard dans cette version actualisée, il faudrait que l'on soit à 60%. Donc, on a parcouru la moitié du chemin sur les apports d'azote par rapport aux objectifs fixés. Ensuite, on a les émissions atmosphériques d'azote actif, c'est-à-dire parmi les apports azotés qui sont faits, la part qui se retrouve dans l'atmosphère. Et ici, nous avons un objectif de diviser par 2 la valeur qui était celle de 2010, et donc d'atteindre en 2030 250 kilotonnes d'azote émis dans l'atmosphère. Et là, pour 2022, nous avons une valeur de 477, ce qui nous amène à un taux de transition agroécologique de 36,2. Donc là aussi, on est grosso modo à la moitié du chemin. Alors pour ce qui concerne les gaz à effet de serre, ici on a ramené les différents gaz à effet de serre en équivalent tonnes de CO2, puisque l'agriculture émet un certain nombre de gaz à effet de serre, mais dans lequel le CO2 est minoritaire, puisqu'il représente 14% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture au sens large, donc culture, élevage. En revanche, 46% concernent le méthane. Il faut savoir que le méthane, pardon, a un potentiel de réchauffement qui est 28 fois plus élevé que le CO2. Et enfin, on a 40% qui est du protoxyde d'azote, qui lui a un pouvoir de réchauffement global de 265. C'est-à-dire que une tonne de protoxyde d'azote a un impact sur le climat équivalent à 265 tonnes de CO2. Le méthane, c'est très majoritairement l'élevage qui est responsable des émissions. 99% des émissions de méthane de l'agriculture proviennent de l'élevage. Et largement, c'est l'élevage bovin qui contribue le plus, avec environ 90% du total. Pour le protoxyde d'azote, en revanche, il provient à 90% des cultures, donc par les apports d'engrais azotés. Et donc ici, nous avons un taux de transition écologique, agroécologique de 61,1 pour 2022. Comme je le disais précédemment, si on était sur la bonne trajectoire, on serait à 60%. Donc c'est le seul indicateur qui, pour l'année 2022, atteint la cible qui est prévue, en tout cas dans la trajectoire jusqu'à 2030. Cependant, il faut noter que l'objectif qui a été fixé pour l'agriculture est relativement peu ambitieux, puisqu'il est une diminution de 18% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'à l'échelle globale pour la France, on a des objectifs qui sont 2 fois plus importants. Donc l'agriculture, on lui a attribué un objectif de baisse des gaz à effet de serre plus réduit que les autres secteurs tels que le transport, par exemple. D'autre part, une partie de la baisse de ces émissions de gaz à effet de serre est imputable, donc pour ce qui concerne le méthane, à la baisse du cheptel bovin, puisqu'il y a de moins en moins de vaches en France, et donc les émissions de méthane diminuent mécaniquement, mais avec un cheptel qui aurait été gardé stable, on n'aurait pas eu une telle amélioration. Donc voilà, quand même un indicateur positif, mais qu'il faut replacer dans ce contexte. Par la suite, nous nous sommes intéressés donc aux pesticides comme troisième facteur de pression. Et là, nous avons en fait calculé un taux de transition agroécologique en 2 phases. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'indicateur NODU, qui mesure l'usage des pesticides, et d'autre part à l'indicateur HRI. Donc NODU, c'est pour nombre de doses utiles,
et HRI, c'est un indicateur de risque harmonisé. Peut-être que vous avez entendu parler l'année passée des échanges à ce sujet, puisque l'État français a choisi de se passer du NODU, qui était un indicateur national, pour uniquement mesurer le HRI, qui est un indicateur européen, ce que nous avions regretté parce qu'il ne mesure pas les mêmes choses et le NODU était particulièrement utile pour mesurer les impacts sur la biodiversité. Donc nous avons la moyenne de ces deux taux de transition agroécologique qui est de 27,8, là où encore une fois pour 2022 on attendrait 60. Donc là non seulement on n'a pas fait la moitié du chemin parcouru, et d'autre part on voit, même si les données sont provisoires pour 2022, mais une tendance qui est à la baisse sur cette dernière année. Maintenant, nous passons aux pratiques qui sont favorables pour la biodiversité, à commencer par l'agriculture biologique. Et donc là, nous avons un objectif d'atteindre 25% de l'agriculture biologique en 2030. Ça, c'est un objectif européen. Et donc, si nous regardons les barres en vert correspondent au pourcentage de la SAU, donc en 2022, on a quasiment 9% de la SAU, donc la surface agricole utile, c'est l'ensemble du territoire national qui est dédié à la production agricole, qui représente à peu près la moitié de la France hexagonale, donc 27 millions d'hectares. Donc, cela nous donne un taux de transition agroécologique de 29,4. Donc, là encore, si on arrondit à 30, on considère qu'on a fait seulement la moitié du chemin qui était attendu et donc qu'il va falloir mettre un coup d'accélérateur si on veut être en 2030 à l'objectif fixé, en sachant qu'on n'a pas encore les données pour les années 2023 et 2024, euh, qu'on a appelé la période de crise pour l'agriculture biologique, puisque, étant donné une baisse de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique, on a eu une baisse aussi des surfaces engagées dans l'agriculture biologique, donc les surfaces en période de transition. Et on a constaté aussi malheureusement des éleveurs ou des agriculteurs et agricultrices qui étaient engagés dans des démarches d'agriculture biologique et qui, faute de débouchés, ont dû faire marche arrière. Maintenant, nous nous intéressons au carbone des sols. Donc, pour le carbone des sols, on s'est basé sur les données du RMQS, donc un réseau de mesure de la qualité des sols, qui s'intéresse à la teneur en carbone dans les 30 premiers centimètres de sol pour à la fois les terres arables, les prairies permanentes et les cultures permanentes. Et donc, nous avons utilisé deux modalités de calcul euh, pour ce qui concerne les prairies temporaires. Donc, dans un cas, nous avons considéré qu'elles stockaient autant de carbone que les terres arables, donc sachant qu'on sous-estimait avec cet indicateur-là, donc c'est la ligne en violet au-dessus. Et à l'inverse, nous avons en parallèle considéré que les prairies temporaires stockaient autant que les surfaces toujours en herbe, donc les prairies permanentes. Et ça, c'est la courbe bleu ciel au-dessus. Et donc ici, comme on estime qu'on surestime avec ce deuxième indicateur, simplement, nous avons fait la moyenne des deux pour avoir une idée de là où nous en sommes pour ce qui est de la teneur moyenne en carbone dans les sols. Et là, l'objectif, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on dit parfois 4 pour 1000. Donc, c'est cette idée d'avoir chaque année une augmentation de 0,4% de carbone dans les sols, ce qui nous amène pour 2030 à une valeur cible de 61,2 tonnes par hectare. Et donc là, on a fait seulement 3% du chemin. Et on voit que c'est quelque chose de relativement stable. Donc, on peut malheureusement déjà être à peu près certain qu'on n'atteindra pas cet objectif fixé pour 2030. Et enfin, la dernière pratique favorable, ce sont les cultures de légumineuses qui permettent une certaine autonomie protéique et qui sont donc fixatrices d'azote dans les sols. Donc les légumineuses, ce sont les pois, les lentilles, etc. Et donc là, on constate qu'on a eu une forte baisse du pourcentage de la surface agricole utile des années 2000 jusqu'à l'année 2008. Ensuite, on a eu un petit regain, vous voyez le pic en 2010.
c'est de nouveau descendu, mais depuis 2014-2015, on avait une bonne dynamique jusqu'en 2020. Et ces 2 dernières années, en tout cas les 2 dernières années évaluées, 2021 et 2022, on voit une stagnation, ce qui nous amène à un taux de transition agroécologique de 30%, euh, contre 60% attendu. Donc, comme sur d'autres indicateurs précédents, on a fait la moitié du chemin attendu. Et je laisse maintenant la place à Bernard pour le taux de transition agroécologique global. Alors effectivement, je vous résume là sur ce graphique tout ce que Nathan vient de vous présenter, c'est-à-dire l'évolution de ces six paramètres. Et vous le voyez, il y a beaucoup de variations puisqu'il y en a qui ont pratiquement, qui sont sur la bonne trajectoire. C'est le cas des gaz à effet de serre avec de l'ordre de 60% comme taux de transition agroécologique. Et puis en bas, effectivement, il y a ce qui vient d'être dit sur le carbone dans lequel on voit au moins avec l'indicateur qu'on utilise qu'il n'y a pratiquement pas de progression sur la période. Et donc, à partir effectivement de ces valeurs, la question est comment on va faire pour les mettre ensemble et arriver à un indicateur global. Alors, ça pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il faut les mettre à égalité? C'est-à-dire dire, ben voilà, on va leur mettre une valeur de 1 à chacun comme pondération et on va tout simplement faire une moyenne. Alors, la question, c'est effectivement, si on veut mettre autre chose que 1, eh bien, comment construire un modèle qui relierait chacun de ces indicateurs à l'importance des effets sur la biodiversité? Et on a considéré que c'était quand même un travail de recherche énorme de construire un tel modèle. Et donc, pour le moment, on a dit, eh bien, prenons un, et puis si des chercheurs disent, mais on peut pondérer différemment, ou si vous-même, vous souhaitez pondérer différemment pour voir ce que ça donne, comme c'est un système ouvert, vous pouvez tout à fait choisir de pondérer autrement ces six indicateurs. Et puis, la deuxième question, j'ai dit qu'on allait prendre une moyenne, et la première idée qui vient, qui est la plus courante, c'est de dire on va faire une moyenne arithmétique, c'est-à-dire qu'on fait la somme et on divise par 6. Par exemple, quand on veut la surface moyenne des exploitations agricoles françaises, ben, on prend toutes les surfaces des exploitations, on fait le total et on divise par le nombre d'exploitations. Ou quand on veut connaître le revenu moyen des Français, ben, on regarde tous les salaires et tous les revenus et on divise par le nombre de Français. Et de même, quand on veut calculer des rendements agricoles, on prend les rendements des différentes exploitations, puis on fait la moyenne. Mais il faut savoir effectivement qu'il y a d'autres moyennes qui sont utilisées quand on fait une revue de littérature et des moyennes qui vont s'écarter assez sensiblement de cette valeur de 50% de la moyenne arithmétique. Certains vont donner des moyennes avec des valeurs supérieures. C'est par exemple les indices de pauvreté qui sont publiés par l'ONU, qui utilisent une moyenne qu'on appelle une moyenne cubique. Et puis d'autres moyennes, au contraire, vont donner des valeurs inférieures, c'est-à-dire vont donner une pondération plus forte à des valeurs faibles. C'est par exemple l'indicateur du Muséum sur les oiseaux communs, qui est basé sur une moyenne géométrique et qui fait effectivement qu'une baisse d'abondance des oiseaux de certaines espèces n'est pas compensée par une augmentation équivalente de l'abondance d'autres espèces. Et puis, pour mémoire, le dernier critère qui est le plus déclassant, c'est celui qu'on utilise par exemple sur la qualité des masses d'eau, dans lequel il suffit qu'un critère soit mauvais, qu'un des paramètres soit mauvais, pour que la masse d'eau soit considérée comme étant en mauvais état. Alors là aussi, on a estimé qu'il n'y avait pas de modèle théorique pour dire il faut prendre telle ou telle position et que d'autre part, il y avait des difficultés techniques à ne pas prendre la moyenne arithmétique. Par exemple, que si on avait des valeurs zéro et a fortiori des valeurs négatives, ça posait des petits problèmes de calcul. Donc, on a opté, là aussi de manière très transparente, sur la moyenne arithmétique. Alors, venons-en effectivement au résultat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne? Et ce que vous avez ici, c'est donc cette moyenne des paramètres suivie depuis 2000 jusqu'à 2022 et en passant effectivement par le point zéro aux alentours de l'année 2010. Alors, ce que vous constatez tout d'abord, c'est que ça met du temps à décoller, c'est-à-dire que
en gros, de 2010 à 2016-2017, on reste aux alentours de zéro et on voit s'entamer une progression notable à partir de 2018 pour avoir cette valeur donc de 2021 de l'ordre de 27% et une valeur provisoire, Nathan l'a dit, c'est encore provisoire, mais on l'a quand même fait figurer, de l'ordre de 30%. Alors, ce que vous avez en pointillé vert, c'est effectivement cet objectif qui nous emmènerait vers le 100% à l'horizon 2030. Et vous voyez, comme Nathan l'a indiqué, qu'on est à peine à la moitié de cet objectif si on prend l'ensemble de ces paramètres. Ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé avant 2010, autrement dit qu'on était parti en 2000 d'une valeur négative de l'ordre de -10, et donc il y a eu un certain nombre de progrès quand même qui se sont déroulés. Et ce qu'on a regardé, c'est de dire finalement, les pesticides, l'indicateur pesticide n'a été introduit qu'à partir de 2011-2012, donc ne figurait pas avant 2010. Et donc, qu'est-ce que ça donne si on calcule sur 5 paramètres et non sur 6? C'est-à-dire à base égale sur les 5 paramètres hors pesticides, vous avez ici le graphique. Alors, ça ne change pas tellement la valeur de 2021 ou de 2022. On est toujours aux alentours de 26-30%. Par contre, vous voyez par contre que ça rend les choses plus nettes sur le moment où ça commence à augmenter. Autrement dit, que c'est la stagnation des pesticides et de leur usage qui faisait que ça ne décollait pas entre 2010 et que ça continue effectivement à plomber un peu l'indicateur. Puisque vous voyez aussi, c'est que la tendance pré-2010, eh bien, était pas du tout négligeable. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait déjà des directives dans le domaine de la protection de l'environnement, comme la directive nitrate, et donc on voit qu'il y avait effectivement, avant même qu'on parle de politique agroécologique, eh bien des progressions pas du tout négligeables qui s'étaient opérées sur un certain nombre d'indicateurs. Donc voilà où nous en sommes. Comme ça a été dit, cet indicateur, il a comme vocation de durer. Vous savez certainement qu'en 2023-2024, il y a eu un certain nombre de changements ou de nouvelles politiques. Je citerai le plan eau, je citerai la stratégie nationale biodiversité, la stratégie éco-phyto. Mais là, on a considéré que pour 2021 et 2022, eh bien, c'était les politiques qui étaient en vigueur à cette époque. Mais par la suite, effectivement, on va voir comment intégrer ces évolutions qui se sont faites en 2023 et 2024, et encore très récemment, puisque vous savez que la loi d'orientation agricole va sans doute être votée avec peut-être des modifications de ces paramètres, et en tout cas des cibles pour 2030. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, il y a une progression réelle, en particulier depuis 2016, mais avec des tendances qui s'étaient déjà amorcées avant 2010, et surtout cette progression de la ferme France, eh bien, elle est 2 fois trop lente aujourd'hui pour espérer atteindre ses objectifs de 2030. Euh, Autre conclusion, eh bien, nous considérons que cet outil, maintenant, il est opérationnel. Comme je vous l'ai dit, on a souhaité que ça soit un outil ouvert, donc vous pouvez effectivement rajouter des paramètres, modifier les pondérations, changer effectivement les moyennes utilisées. C'est un outil qu'on pourra adapter à des changements à la hausse ou à la baisse des objectifs politiques. Et puis, dernier point qu'on ne détaillerait pas dans cet exposé, c'est que un certain nombre de ces paramètres peuvent être documentés, en particulier au sein de l'Union européenne, et donc qu'on peut effectivement regarder, soit pour chacun des paramètres, soit de manière globale, et où en est la France dans son niveau de transition agroécologique par rapport à des pays voisins. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller voir en ligne sur notre site 2 documents qui sont en accès libre et que vous pouvez télécharger. L'un qui détaille de manière beaucoup plus abondante cette question de comment agréger des données et des indicateurs sur la biodiversité avec de très nombreux exemples. Et puis l'autre qui effectivement présente cet observatoire Trageco, qui est un cahier d'une dizaine de pages que vous pouvez aussi télécharger, et puis un ouvrage que vous pouvez aussi acquérir sur le site de notre association, qui est un ouvrage de 150 pages et dans lequel vous trouverez tous les détails de ce que nous avons fait autour de cet observatoire.
Voilà, eh bien, merci de votre participation et maintenant, on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions et on essaiera d'y répondre si nous le pouvons. J'ai pas mal de questions au cours de votre présentation. Je commencerai par celle-ci. Donc, c'est une question de Didier. Est-ce que cette analyse, elle concerne aussi les territoires d'outre-mer où se concentre, on le sait, une grande partie aussi de la biodiversité? Voilà. Alors, c'est le territoire national hexagonal, comme on dit, tout simplement parce que les données d'outre-mer sont très fragmentaires et pour la plupart ne commencent guère avant 2006. Et donc, effectivement, on pourrait construire un indicateur, mais il serait très, très insuffisant parce que beaucoup de données, effectivement, sont limitées à la... Quand on parle de la SAU, par exemple, ben, c'est effectivement la SAU métropolitaine, enfin, ou hexagonale. Ok. Didier a poursuivi sa réflexion et sa question en nous demandant, y a-t-il moyen d'avoir un indicateur économique sur les subventions néfastes positives pour la biodiversité? Alors, vous savez effectivement qu'il y a eu plusieurs rapports sur cette question des subventions néfastes. L'un qui date maintenant de près de 15 ans, qui était le rapport de Guillaume Sainteny sur les subventions néfastes à la biodiversité, dans lequel effectivement un certain nombre de gens ont dit mais non, tout ça n'est pas totalement néfaste, etc. Ensuite, il y a eu un autre rapport en 2023 de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'environnement qui a aussi proposé une évaluation des subventions néfastes, mais qui, par exemple, considérait que l'ensemble des financements, donc de l'ordre de 10 milliards, au titre de la politique agricole commune était rangé dans les subventions néfastes. Et il y a une nouvelle mission qui est en cours, qui est effectivement pour évaluer de manière plus fine ce qui serait considéré comme des subventions néfastes. Et puis, il y a un objectif à la fois national, européen et même dans les conventions internationales, donc dans la COP de Montréal, qui est de supprimer ou de diminuer les subventions néfastes. Donc, l'objectif politique, il est indiqué, mais pour le moment, effectivement, c'est l'enveloppe qui n'est pas encore définie de manière précise. Et donc, si on voulait construire un indicateur, on pourrait tout à fait utiliser la même métrique en disant combien il y a de subventions néfastes en 2010, combien il faudrait qu'il y en ait en 2030 et est-ce qu'on progresse, mais on manque pour le moment d'une définition précise du périmètre de ce qu'on va appeler des subventions néfastes. Mais si on arrive effectivement à un consensus là-dessus, ce que dans notre association on plaide en disant ça fait 15 ans qu'on parle de réduire ces subventions néfastes à tous les niveaux nationaux, internationaux, eh bien il faut quand même qu'on avance, quitte effectivement à réduire disons, à un ensemble de subventions sur lesquelles tout le monde est d'accord pour dire que c'est néfaste. Mais effectivement, on peut le faire, mais il nous manque la définition précise de l'enveloppe à considérer. On avait une question d'Emmanuel qui nous demande, qu'appelez-vous le surplus brut d'azote? Alors, dans les données donc, du ministère de l'Agriculture, vous avez des tableaux dans lesquels on vous donne la quantité totale d'azote apportée aux cultures, donc en kilos par hectare. Donc, c'est ce que Nathan vous a présenté, en moyenne de l'ordre de 150 kilos par hectare et par an. Et puis, vous avez les exports, c'est-à-dire tout ce qui sort des exploitations agricoles sous forme de produits, donc des céréales, du lait, enfin tout ce que vous voulez et pour lequel on calcule ces exports en termes de quantité d'azote contenu dans ces différents produits. Et donc, ça vous donne un chiffre de l'ordre de 100 à 120 kilos d'exportation. Bon. Et donc, le surplus, c'est ça, c'est de dire, voilà, on rentre de l'azote dans l'exploitation, on en sort. Eh bien, la différence, c'est forcément quelque chose qui va aller ailleurs. On sait que ça ne peut pas être stocké dans les sols, contrairement par exemple au phosphore qui peut se stocker dans les sols. L'azote, c'est très soluble et donc il n'y a pas beaucoup de stock d'azote dans les sols. Donc, il n'y a que deux possibilités, ou bien ça monte, ou bien ça descend, c'est-à-dire ou bien ces excédents d'azote partent dans l'atmosphère
et contribue effectivement à acidifier les pluies et avoir des conséquences effectivement sur la flore et la faune, ou bien ça descend vers les eaux, soit les eaux superficielles, avec donc une augmentation des teneurs en nitrate éventuelle des eaux superficielles, soit vers les nappes profondes avec un délai plus lent, donc avec une augmentation là aussi des teneurs en nitrate. Donc ce surplus qui est l'écart entre ce qu'on rentre et ce qu'on sort, eh bien, on considère qu'il a un impact fort sur la biodiversité, que ce soit à travers l'enrichissement de l'atmosphère en azote actif ou à travers les effets plus locaux sur les nappes ou sur les rivières. Alors, sachant que par contre, lorsque c'est dans l'atmosphère, les effets peuvent se manifester très loin, c'est-à-dire que cet azote qui est dans l'atmosphère va retomber à travers les pluies, mais peut retomber à des dizaines ou à des centaines de kilomètres du lieu d'émission. Et on sait par exemple que dans le forêt, dans des endroits plus à l'ouest, dans lesquels il y a plus d'élevage et plus d'agriculture intensive. Connu. Bernard, on a eu un petit moment où ça a coupé. Est-ce que vous pourriez reprendre la fin de l'explication que vous aviez donnée? Voilà, l'image s'est bloquée, le son s'est coupé également. Ah. Alors, désolé, on a des misères. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Ce que je disais, c'est effectivement que cet excédent d'azote, ce surplus, eh bien, n'était pas exporté à travers les produits. Donc, ça veut dire qu'il partait soit vers l'atmosphère, soit vers les eaux souterraines ou superficielles. Et donc, si c'était vers les eaux souterraines et superficielles, ça sera plutôt des impacts locaux d'augmentation des teneurs en nitrate de l'eau euh, locaux ou un peu plus loin, puisque par exemple, vous savez que les rivières vont aller à la mer et que c'est le problème des algues vertes qui est lié à cet excédent d'azote. Et puis si ça part dans l'atmosphère, ça peut aller très loin, puisque effectivement, ça va retomber sous forme de pluie. Et comme la plupart des pluies viennent de l'ouest, avec des vents d'ouest, eh bien, ça veut dire que des zones très à l'est, comme les sommets des Vosges, vont recevoir des pluies riches en nitrates, alors que ces nitrates correspondent à des choses qui sont évaporées dans des zones plus à l'ouest, où il y a plus d'élevage et d'agriculture intensive. Prochaine question. Sylvie nous demande, et elle a plusieurs questions en une. Comment faire entendre raison à la FNSEA sur les liens entre agriculture et biodiversité? Pourquoi le bio n'est-il pas plus soutenu politiquement et autorisé à l'échelle européenne? Euh, voilà, la question de l'échelle européenne sur la chaîne de valeur. Et est-ce que la notion d'agriculture régénératrice peut aider? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces enjeux-là? Alors, bon, effectivement, il y a deux questions. Il y en a une qui, effectivement, est pas facile. Donc, nous, notre espoir, c'est que ces données tout à fait publiques, et j'en profite pour dire que nous les présenterons en étant présents sur le salon de l'agriculture, donc dans une conférence, donc là, en chair et en os, qui aura lieu mardi prochain, donc le 25 à 11h30, donc sur le bâtiment, dans le bâtiment 4, là où toutes les institutionnels. Nous serons sur le stand de Max Avelar, donc si vous voulez poursuivre la discussion autour de ça, vous êtes les bienvenus. Bon. Donc nous, ce qu'on souhaite, on a diffusé très largement l'information sur cet observatoire et on a diffusé l'ouvrage dont je vous ai parlé et on se dit, est-ce que ça va faire réagir? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement des débats sur oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer et autres, mais en tout cas que ça soit une pierre dans l'édifice en disant qu'est-ce que vous en pensez, sachant que globalement, le message, c'est qu'il y a des progrès qui se sont faits, mais qu'ils sont beaucoup trop lents par rapport aux objectifs politiques qu'on s'est donnés. Mais le fait, est-ce que ça va faire bouger effectivement un certain nombre de responsables agricoles, de chambres d'agriculture et autres? Eh ben, on va voir si effectivement ça permet d'engager le dialogue. Alors ensuite, sur les formes d'agriculture plus favorables à la biodiversité, c'est vrai qu'il y a toute une série d'autres formes d'agriculture. On vient de citer l'agriculture régénérative. Il y a eu l'agriculture raisonnée, il y a eu l'agriculture sans labour, donc de conservation des sols.
Nous, on n'a pris que l'agriculture biologique parce que c'est la seule sur laquelle on peut très clairement, et avec une définition qui pose pas de problème, dire une exploitation est ou non en agriculture biologique. Autrement dit, le système de certification, eh bien, là, permet effectivement d'avoir des données précises. Pour les autres choses, sauf erreur de ma part, on n'a pas l'équivalent. Autrement dit, les gens peuvent très bien dire, on l'avait vu à un moment donné dans lequel on avait fait un sondage auprès des agriculteurs en disant, est-ce que vous considérez que vous êtes engagé dans la transition agroécologique? Et on obtenait des résultats extrêmement élevés, de l'ordre de 80% des agriculteurs disaient, oui, oui, je suis engagé dans la transition agroécologique, mais le fait de dire, mais alors, quels sont ceux qui ne sont pas engagés? Est-ce qu'on peut dire telle ferme est engagée et pas telle autre? Eh bien, on n'a pas ces informations. Donc, ça veut dire que bien, s'il y a d'autres formes qui rentrent effectivement dans un cahier des charges avec un organisme certificateur et des engagements précis qui sont contrôlés, on pourra tout à fait le faire rentrer dans cette métrique. Mais pour le moment, on n'a que le bio. Alors, je précise qu'on n'a pris que les surfaces certifiées en bio, on n'a pas pris les surfaces en conversion qui sont a priori destinés à rentrer dans le bio après 3 ans de conversion, mais on n'a pris que les surfaces qui sont certifiées en bio aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse. Michel nous demande, serait-il possible d'ajouter dans votre étude un critère de biodiversité, comme par exemple la qualité et ou la quantité de la pédofaune? Ou la quantité de... La pédofaune. Ah, alors, le problème, enfin, il y a deux problèmes sur des critères de biodiversité. Le premier, c'est est-ce que justement on a des séries longues et documentées au niveau national? Et un exemple qui correspond à ça, c'est cet indicateur stock d'abondance des oiseaux communs que le muséum documente depuis 1989 et pour lequel chaque année on a la valeur de l'indicateur. Par contre, en ce qui concerne la pédofaune, euh, ce qu'on a et qu'on pourra utiliser, c'est ces données du réseau de mesure de qualité des sols pour lequel on a une estimation soit en biomasse, soit en ADN de la quantité de micro-organismes. Mais on n'a qu'un point, hein, qui est le point de la campagne 2010, et on attend avec impatience les données de la deuxième campagne qui a démarré et qui devrait commencer à produire des résultats cette année ou peut-être l'an prochain. Et puis, en ce qui concerne la macrofaune, c'est-à-dire les lombrics et autres, eh bien, on n'a pas, c'est-à-dire il y a un observatoire de la biodiversité agricole qui propose aux agriculteurs de faire de l'autodiagnostic, c'est-à-dire d'utiliser des méthodes assez simples pour extraire notamment les lombrics du sol et mesurer leur abondance. Mais ça ne concerne qu'à peu près 2000 exploitations agricoles et surtout cet échantillonnage n'est pas statistiquement représentatif, c'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui veulent regarder qui le font, mais on ne peut pas dire effectivement que ces agriculteurs sont plus motivés, moins motivés, etc. Donc ça veut dire on n'a pas effectivement un indicateur statistiquement correct pour l'ensemble de la France. Bon. Et puis le deuxième problème qui est lié à l'indicateur, c'est qu'il faut qu'il y ait un objectif politique. Or, prenons le cas de nos oiseaux communs, eh bien, la stratégie nationale biodiversité s'est contentée de dire, enfin, se contente de dire, on veut arrêter l'érosion de la biodiversité où on veut rétablir. Bon. Mais ça, c'est encore c'est du verbe, enfin, c'est oral. Et donc, effectivement, la question de dire, ben, c'est quoi l'objectif? Est-ce que on est à -33 ou -40 aujourd'hui? Est-ce qu'on veut être à -20 en 2030? Si on a cet objectif, eh bien, on pourra l'utiliser. Mais pour le moment, effectivement, sur ces indicateurs directs de biodiversité qui se prêterait à mesurer les progrès, eh bien, vous voyez il nous manque des éléments pour faire des indicateurs de l'observatoire, sauf si on décidait de manière unilatérale de fixer en disant, ben voilà, nous, on dit que l'objectif pour 2030, c'est de rétablir, par exemple, l'abondance des oiseaux communs au niveau de 1990, mais pour ça, il faudrait qu'on ait
disons, de bons arguments scientifiques pour dire c'est cette valeur-là qu'il faut viser et pas une autre. Donc c'est effectivement un point faible pour le moment de relier toutes ces pressions à des indicateurs qu'on pourrait suivre et pour lesquels on se donnerait un objectif politique. Merci Bernard. Question suivante. Donc François nous demande, peut-on faire cet exercice par grande région climatique? Alors, ce qu'on peut faire, alors quand on regarde tous les paramètres qu'on vous a présentés, il y a différentes situations. Il y en a sur lesquelles on peut descendre à la région, mais la région au sens administratif, hein. Soit les anciennes régions, soit les plus grandes régions depuis la réforme des régions. Et ça s'y prête assez bien pour la plupart des indicateurs. Ensuite, il y a le département, hein, pour lequel effectivement les ensembles de statistiques agricoles eh bien, permettent de descendre sur des productions au niveau département. Par exemple, pour les surfaces en légumineuses, les statistiques agricoles annuelles pourraient être utilisées au niveau du département. Et puis ensuite, il y a le niveau fin des communes, dans lequel le seul indicateur statistique qu'on pourrait regarder, c'est les ventes de pesticides, les ventes ou les achats, puisqu'il y a une base de données des achats. Mais en fait, ça veut dire que si on veut avoir suffisamment d'indicateurs, on ne peut guère descendre en dessous de la région, hein. Alors ensuite, est-ce que on peut transformer la région au sens administratif en biorégion un peu plus vaste? Ben, on partirait des régions et il faudrait proposer de les agglomérer par grands ensembles biogéographiques. Ça serait envisageable si on se mettait d'accord sur quels sont, je prends un exemple comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, ben, on aurait un peu de mal à la caser dans une seule biorégion. Par contre, ça serait facile pour l'Île-de-France, pour le Grand Est plus ou moins. Enfin bon, pour celui qui a posé la question, effectivement, on voit bien que ça ne sera pas si évident d'agréger des régions administratives pour en faire des grands ensembles biogéographiques. Bernard, alors il reste 10 minutes, donc on va prendre 3 dernières questions pour clôturer ce webinaire. Marie nous demande, les objectifs 2030 ont-ils encore un sens avec tout ce qui se passe aujourd'hui, pardon, qui semble mettre ces sujets au second plan? Et on a reçu beaucoup de questions aussi concernant la LOA. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, là, on a pour le moment, dans ce webinaire et dans nos publications, botté en touche. Puisqu'on a dit, pour le moment, on publie les données jusqu'à 2022. D'une part parce que, il y a un retard dans la mise à jour des bases de données, donc les dernières données disponibles, et vous avez vu que certaines étaient provisoires, eh bien, s'arrêtent à 2022. Et donc, on a dit, ben, en 2022, on était toujours sur les trajectoires nominales. Bon. Donc, on a commencé à analyser tout ce qui se passait en 2023. Et l'actualité, elle vient d'être rappelée, elle évolue encore tous les jours, puisque, ben, je prends un exemple, on a entendu effectivement, on va le vérifier, qu'un objectif de 10% des surfaces en légumineuses aurait été inséré dans la loi qui va sans doute être votée dans les prochains jours. Or, 10%, c'est beaucoup plus que les 2 millions d'hectares qui sont l'objectif de 2030, hein, ça ferait presque 2,7 millions d'hectares. Donc il y a des objectifs qui seraient peut-être revus à la hausse. Le secrétaire général à la planification écologique, là aussi dans 2023, dans ses documents de planification, avait proposé ou a proposé, puisque personne n'a dit le contraire, de remonter aussi à la hausse les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Donc il y a des choses qui seraient plutôt revues à la hausse, et puis il y a des choses qui semblent être plutôt revues à la baisse. C'est par exemple le fait que pour la France, on ne prendra pas les 25% de l'objectif européen pour le bio, mais seulement 21%. Et donc là, effectivement, c'est revu à la baisse. Donc on va mouliner tout ça. La question qui se passe, c'est effectivement que si ça détricote trop, eh bien peut-être qu'on sera amené à dire, on continue à publier l'indicateur à objectif constant, c'est-à-dire ceux qui avaient été au moment de la création de l'indicateur pris pour 2030, ce qui donnera une référence stable et par rapport à laquelle on pourra continuer à mesurer les progrès réalisés, ou alors on prendra en compte quelques ajustements s'ils nous semblent pertinents.
Serge Martin nous demande quels sont les objectifs en place pour permettre d'atteindre les objectifs et sont-elles suffisantes? Alors, ça, c'est un point effectivement qu'on n'a pas indiqué, mais qui est important, c'est que on ne prétend pas que cet indicateur soit un évaluateur des politiques publiques et de leur efficacité. Pourquoi? Parce que les évolutions que vous avez vues, eh bien, il peut y avoir des dimensions de politique publique, et puis il peut y avoir des tas d'autres événements. Un exemple très évident, c'est que la guerre en Ukraine, qui a déclenché une flambée du prix des engrais minéraux, va se traduire par une diminution des apports très vraisemblable qu'on verra dans l'indicateur 2023 et qui sera beaucoup plus efficace que la directive nitrate ou d'autres directives. Donc on ne prétend pas effectivement mesurer l'évaluation des politiques publiques. Par contre, notre message, c'est de dire ben, les politiques publiques qui prétendent quand même atteindre les objectifs qu'elles ont indiqués, eh bien, si elles constatent que l'indicateur n'évolue pas comme on le souhaiterait, peut-être qu'il faut qu'elles se renforcent. Justement, pour un exemple très concret, la relative difficulté de l'agriculture biologique à se développer, eh bien, le fait de dire on a conservé le soutien à la à la conversion à l'agriculture biologique, mais on a considérablement réduit, voire supprimé l'aide au maintien, eh bien, est-ce que la question, c'est pas si on veut que l'agriculture biologique continue à se développer, est-ce qu'il ne faut pas rétablir l'aide au maintien des gens qui sont engagés en agriculture biologique? Donc c'est un peu une apostrophe en disant, ben, regardez, on n'avance pas suffisamment, peut-être qu'il est temps de se ressaisir et d'avoir des politiques publiques qui prennent les moyens, effectivement, d'atteindre les objectifs qui sont des objectifs de politique publique, encore une fois, hein, qui sont pas nous, qui c'est pas nous qui avons fixé ces cibles, ça a été effectivement des déclarations très fortes de ces politiques publiques qui sont disponibles en ligne encore aujourd'hui. Dernière question pour clôturer ce webinaire. Frédéric nous demande, peut-on rester optimiste pour les années à venir? Alors là, effectivement, comme vous êtes à Humanité et Biodiversité, je me contenterai de reprendre quelque chose que notre président d'honneur, Hubert Reeves, disait souvent quand on lui posait cette question. Alors, il faut dire que Hubert Reeves disait bien que c'est pas lui qui avait inventé cette maxime, c'était Jean Monnet, le père de l'Europe, qui disait moi, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je suis déterminé. Et donc, je vous propose effectivement de partager avec moi cette conviction. Il y a des points hauts, il y a des points bas, il y a des difficultés, il y a des belles périodes. Eh bien, restons déterminés. Et si vous considérez que cet outil vous permet de vous conforter dans votre détermination, eh bien, nous en serons particulièrement heureux parce que effectivement, c'est pas le moment de baisser les bras si on croit vraiment que notre agriculture devra demain être au service des petits-enfants qui vont nous succéder et qui espérons vivre dans un environnement à la fois avec des agriculteurs qui gagnent leur vie, mais qui en même temps sont soucieux de la santé des concitoyens et puis de la qualité de leur environnement. Donc, merci à vous de rester déterminés dans cette période, effectivement, où il y a des raisons d'être un peu moins optimiste que par le passé. Merci infiniment Bernard, donc avec cette note de détermination et d'espoir. Je vais remercier nos participants d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous remercie Bernard ainsi que Nathan pour avoir animé ce webinaire et fait ces recherches minutieuses sur l'Observatoire Trageco. On espère que ce webinaire vous aura plu. Nous avons répondu au maximum de questions et à vos questions. Ce webinaire donc est dans une continuité des rencontres d'HEB. Le prochain rendez-vous qu'on peut vous donner, c'est fin mars 2025, avec une nouvelle thématique qui sera d'actualité également. Nous parlerons de la démocratie environnementale. On vous donne rendez-vous le mois prochain. À l'ensemble de nos participants et participantes, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous et passez une excellente fin de journée. À bientôt!